Je me suis donc penché sur le texte de Stenros en me posant la question suivante. Comment la revue de littérature participe-t-elle à la politique de la science et à l'économie du savoir? J'avais en effet l'impression que considérer cet exercice capital de la recherche scientifique en tant que jeu pourrait me mener à mettre en lumière certains de ses impensés. Mon objectif avec cette présentation est d'offrir certains outils pour penser de manière critique et autoréflexive à ce jeu qu'on appelle la revue de littérature. Donc, afin de clarifier mon positionnement méthodologique, je préciserai que j'ai travaillé selon une approche qualitative fondée sur l'analyse du discours. J'ai appréhendé l'analyse du texte de Stenros en mobilisant de manière conjointe la philosophie du jeu et la philosophie continentale. De la première, j'ai retenu la pensée de Johann Huizinga, telle qu'elle apparaît dans son célèbre essai Homo Ludens, et celle de Roger Caillois, ainsi qu'il la formule dans le non moins révéré Les jeux et les hommes. De la philosophie continentale, j'ai principalement retenu le traité La condition postmoderne que Jean-François Lyotard a publié en 1979 et qui ouvre la voie à une conception de la science fondée sur le jeu. Je me suis aussi référé à la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France, intitulée L'ordre du discours. Je mentionnerai également dès maintenant que j'omets volontairement d'inclure une définition du jeu dans ce segment-ci de la présentation, pour des raisons qui vont être précisées plus tard. Disons simplement que le fait de fournir une définition particulière ouvrirait la voie à une clôture sémantique que le jeu lui-même n'admet pas, ainsi que le souligne bien Huizinga dans le deuxième chapitre d'Homo Ludens. Avant de me pencher spécifiquement sur l'analyse de Stenros, il me semble bon de rappeler, pour fin de clarté, c'est quoi une revue de littérature, puis pourquoi j'y vois des enjeux politiques liés à l'économie du savoir. À propos de cet exercice, Deslauriers écrit dans un ouvrage récent consacré aux études doctorales que le doctorant ou chercheur présente ici les principaux courants théoriques ou les principaux auteurs qui ont traité de son sujet. Les définitions permettent de comprendre que la revue de littérature consiste à effectuer une recension des écrits sur un sujet particulier, de manière à tisser des liens, faire des lagages, produire une synthèse et favoriser le positionnement du chercheur. Les écrits sur le sujet permettent de comprendre que la revue possède une fonction méthodologique et une fonction heuristique. En ce sens qu'elle permet de participer à certains dialogues théoriques et de poser les bases d'une recherche scientifique. Il ne faut cependant pas oublier que l'exercice est lié aussi à une fonction rhétorique. C'est-à-dire que le chercheur aspire à convaincre, à démontrer, à persuader un comité, un jury, un lecteur ou la communauté scientifique que sa recherche possède validité et pertinence. L'entreprise de la revue littérature me semble donc marquée par la circularité, en ce sens que tout chercheur est lecteur avant d'être auteur. Il sera d'abord influencé par des écrits avant d'aspirer à lui-même influencé par ces écrits. C'est ce qui me permet de voir une composante véritablement politique à l'exercice. Lyotard note bien que la science doit aujourd'hui posséder une performativité, c'est-à-dire qu'elle n'a de valeur que si elle convainc, si discursivement, elle a un impact sur les manières de penser, sur la communauté. Elle constitue un jeu fondé sur des coups successifs joués par des chercheurs qui répondent à ce que d'autres ont publié avant eux. On peut très bien y voir un jeu collaboratif lorsqu'on veut bâtir sur ce que d'autres ont posé avant nous. Mais il me semble que dans d'autres cas, il s'agit plutôt d'un jeu compétitif, puisqu'on critique discursivement les théories de ceux qui nous ont précédés pour montrer leurs failles, invalider leurs conclusions, mettre à mal leur méthodologie ou tout simplement pour arriver avant nos compétiteurs à la ligne d'arrivée des processus de subvention. Je crois pouvoir en venir maintenant à l'article de Stenros.
Celui-ci, comme je le disais plus tôt, se penche sur les définitions du concept de game. Il spécifie également ne pas s'occuper des définitions du play ni de celles du video game, même si elles rejoignent selon lui celles du game à certains égards. Il va passer en revue un total de 63 définitions formulées depuis les années 1930 selon une analyse thématique, afin de produire ce qu'il considère une revue systématique. Bon, il peut paraître étonnant ou tout à fait louche de se revendiquer d'un statut systématique, considérant la maigreur de ce 63 entrées pour faire sa documentation. Mais l'étonnement s'estompe lorsqu'on considère qu'il est ici question d'un domaine considérablement moins bien documenté que moult autres domaines en sciences humaines et sociales. Bien sûr, le jeu existe depuis des millénaires et fait partie du quotidien des gens depuis des temps immémoriaux. Mais l'institutionnalisation des sciences du jeu remonte à 2 décennies à peine, concomitamment à l'explosion de l'industrie vidéoludique. Donc, c'est donc là, je pense, un facteur qui peut expliquer la maigreur des sources existantes consacrées aux définitions du game. Mais revenons-en à Stenros. Ce dernier note au sujet des définitions recensées qu'elles divergent très largement selon la discipline dans laquelle elles s'inscrivent. Il apparaît que très peu de consensus existe finalement, puis que si 2 définitions accèdent au statut de canonique, c'est bien à regret qu'il leur est accordé. Ainsi, plutôt que de chercher à produire sa propre définition à partir de celle qu'il va avoir passée en revue, Stenros a plutôt tenté de mettre en lumière 10 points d'intérêt, c'est-à-dire des éléments du game qui apparaissent de manière récurrente dans les définitions. Cette catégorisation, qui constitue véritablement le corps du texte sur lequel je reviens ici, permet à l'auteur non seulement d'organiser les définitions sur lesquelles il s'est penché, en relevant la présence d'un certain nombre de dénominateurs communs, mais ça parvient également à révéler au lecteur la récurrence ou ce qui relève de la récurrence ou de l'inévitable dans la manière dont le jeu doit être compris par la recherche. Ici, vous pouvez voir à l'écran les 10 points d'intérêt qui ont été relevés par Stenros. Je vais les laisser ici un petit moment. Donc, l'approche comparative offre à Stenros la possibilité de confronter directement le point de vue de divers auteurs. Il demande par exemple, et là je vais traduire ici, les jeux sont-ils des activités négociées ou des artefacts systémiques? Ils sont les deux. Avant de poursuivre, en écrivant que les chercheurs du jeu ont débattu cette division pendant une décennie, et c'est apparent dans les définitions du jeu. Donc, il ne s'agit pas pour lui de rendre compte d'une évolution dans le temps, mais de témoigner d'une discussion complexe à travers des termes simples. C'est en raison de cette approche comparative et en raison de l'objectif de l'article que Stenros considère celui-ci comme un jeu. Effectivement, il s'agit pour le joueur ou le lecteur de faire des choix dans un but précis, c'est-à-dire se positionner, en fonction de paramètres qui cadrent le jeu, ce que sont les 10 points d'intérêt. Le jeu, c'est donc véritablement l'article lui-même. Maintenant, afin d'ouvrir la discussion, je dirais qu'il est ressorti de mon analyse que le principal enjeu politique lié à cette revue-là se joue sur le territoire de la langue, ce qui apparaît immédiatement aux lecteurs allophones, ou francophones du moins. J'utilise le terme allophone dans la mesure où l'anglais constitue en premier lieu la langue de rédaction de l'article et qu'il s'adresse ainsi primairement aux lecteurs anglophones. En second lieu, parce que l'anglais constitue quantitativement la langue majoritaire du milieu de l'édition scientifique, notamment selon La Rivière. Donc, quiconque s'intéresse minimalement au jeu va pouvoir remarquer une dissymétrie entre le lexique francophone et anglophone consacré au concept.
Huizinga consacre même un chapitre entier de Moludens, le deuxième, à explorer la diversité du concept dans plus de 10 langues mortes comme vivantes. Il va démontrer en fait que les langues ne possèdent pas toutes un vocabulaire similaire pour aborder le sujet. Il y en a, comme le français, qui vont posséder un terme unique, celui de jeu, alors que d'autres, comme l'anglais, vont privilégier une approche où en fait le jeu va se décliner en une multiplicité impressionnante de termes qui réfèrent tous à un aspect différent. On distingue ainsi, par exemple, play, game, acting, etc., etc. Donc, il apparaît donc que le caractère exhaustif et systématique de la revue de Stenros trouve sa limite dans le balisage linguistique, les définitions auxquelles il se réfère étant rédigées en anglais ou en finlandais. Or, un écart se décèle immédiatement. L'auteur se réfère bien à Kaiwa, par exemple, mais Kaiwa écrit les jeux et les hommes en français et il utilise donc le terme jeu. La traduction de l'ouvrage procède donc d'une transformation involontaire de la terminologie employée, ce qui a pour conséquence de dérailler, si on veut, le propos de Kaiwa. On peut supposer maintenant que les auteurs francophones écriraient en ayant en tête la complexité du terme et des concepts qu'ils emploient, ce dont ne peut rendre compte l'anglais qui va devoir, dans certains cas, opérer des choix au moment de le traduire et donc simplifier l'enjeu. Mais l'inverse va être vrai aussi. Le lecteur francophone qui lit la revue de Stenros va très bien pouvoir y trouver des informations d'une grande pertinence, mais elles vont, dans une certaine mesure, être rendues inutilisables parce que la clarté des informations produites en anglais va être rendue floue lors du processus de traduction. Donc voilà, c'est ce qui me fait croire que la revue de Stenros est vraiment systématique uniquement dans une perspective anglophone. Par contre, je ne veux pas parler d'impasse, parce que de ce jeu dans la langue, me semble, peut naître une réflexion sur les relations conceptuelles, la territorialisation du savoir et la délimitation du réel que force la revue de littérature. Donc, pour conclure, je dirais que c'est précisément là qu'apparaît l'intérêt de cette revue. Elle n'est pas close sur elle-même. Elle reste ouverte à de futurs travaux, les appelant même en raison de sa limite inhérente. Le jeu de la science s'y dénote également à travers la délimitation normative des discours, qui détermine aussi bien ce qui peut être dit, ce qui possède un intérêt scientifique, ce qui constitue un savoir valide, ce qui, pour reprendre le propos de Lyotard, possède une performativité. Produire une revue de littérature, c'est donc participer à un processus conjoint de légitimation du savoir et de délégitimation discursive, qui fonde bien ce que Foucault nommait en 1971 l'ordre du discours, à savoir une manière de cadrer ce que le réel peut être, ce qui peut être dit et ce qui doit être exclu. Le jeu, encore une fois, fait son apparition et appelle peut-être à une transgression. Je vous remercie de votre écoute et je reste ouvert pour vos questions et pour la discussion. Merci. Ah, merci beaucoup. Très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder dans le chat. Non. Hand raise. Non. OK, j'ai une question. C'est quoi l'impact de cette revue sur ton projet de thèse, penses-tu? Est-ce que tu penses que tu vas proposer une nouvelle définition plus français qui existe maintenant? En fait, non, je pense pas chercher à produire moi-même une revue. Je pense qu'il y a déjà une... Ben, tu sais, déjà en partant, si on part sur les définitions du game que recense Stenros, il y en a déjà 63. Fait c'est sûr, moi, je les ai pas toutes encore passées en revue comme lui, mais certainement que je vais arriver à trouver des choses qui sont pertinentes pour moi là-dedans. Ceci dit, j'avoue quand même préférer l'espèce de flou lié au concept de jeu en lui-même. Si on regarde, par exemple, le livre de Huizinga,
il ne détermine pas à proprement parler si le jeu est une dynamique ou une activité, si c'est un artefact, si c'est quelque chose d'immatériel. Il ne va pas spécifier ça, puis je trouve que ça, c'est très, très, très fructueux. Après, quand Kaiwa, avec les jeux et les hommes, va prendre comme point de départ ce qu'il considère être une lacune dans le texte de Huizinga, il va venir, à mon sens, refermer un peu le sens en venant dire « Non, OK, les jeux sont des activités. » C'est peut-être, mais ça dépasse ça quand même. Puis moi, j'avoue bien aimer le fait de considérer le jeu davantage comme une dynamique. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort puis très utile pour parler de processus de communication à travers ça. Donc, dans ce sens-là, la revue de Stenros est intéressante parce qu'elle m'offre la possibilité justement de venir dire OK, je suis d'accord avec cette perspective-là, je ne suis pas d'accord avec celle-là. Elle fait effectivement de moi un joueur dans le sens où je me positionne en fonction de ce qu'il montre là-dedans. Tu sais. Puis c'est parce que j'ai lu ça, puis que j'ai réussi à voir ces différents points d'ancrage-là, ces différentes perspectives-là, que là, je peux faire des choix moi-même pour ma recherche. Merci. Sylvie a une question. Oui, moi, c'est plus un commentaire là, pour rebondir un peu. Je suis arrivée un peu en retard, mais je t'ai entendu vers la fin. Puis une réflexion que je me faisais, c'est que est-ce que tout compte fait, la question, c'est pas de savoir, de définir qu'est-ce qu'est un jeu ou qu'est-ce qui n'est pas un jeu, mais la question est de savoir qu'est-ce qui fait jeu pour les acteurs. Et que peut-être, dans une perspective communicationnelle, ce qui m'intéresse moi, c'est pas de savoir c'est quoi la définition du jeu, mais qu'est-ce qui fait jeu pour les gens? Est-ce que ça fait jeu parce que, et comme ça, et parce que ça fait jeu parce que justement c'est une activité, il y a une dynamique? Est-ce que ce qui fait jeu, c'est parce qu'il y a justement c'est un art, et toi, la question de l'artefact, et tout compte fait, c'est un peu retourner la question en disant mais c'est peut-être pas à nous de définir ce qui fait jeu, mais dans l'activité des gens, qu'est-ce qui fait jeu pour eux? Et cette question du sens en fait que eux-mêmes vont construire. Et là du coup, ça pose la question que sur le plan épistémologique, et ben du coup, t'es plus dans, si on s'intéresse à savoir qu'est-ce qui fait jeu, évidemment, on est plus dans une épistémologie un peu plus socio-constructionniste, où on va aller regarder ça. Par contre, si je cherche à définir ce qui est jeu, ben là, je suis plutôt déterminée, je vais déterminer moi-même, avant que les gens déterminent ce qui fait jeu, et c'est moi qui vais le déterminer. Donc, c'est une posture épistémologique dans tes auteurs qui est très différente. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose aussi à souligner. Après, je ne sais pas la tienne, quelle va être ta posture à toi, mais à un moment donné, il va falloir que tu te positionnes aussi par rapport à ces auteurs-là, qui sont dans des postures épistémologiques différentes, et donc, du coup, qui ne voient pas le monde de la même manière, et qui ne voient pas le jeu de la même manière. Alors, je ne sais pas, je vais te laisser. Non, ben, je suis tout à fait d'accord, puis j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu pour ça que Stenros n'a pas voulu se mouiller à produire une autre définition, puis qui a dit, ben, il n'y a pas de canon qui existe parce que les gens ont justement pas la même posture épistémologique s'ils sont en game design, s'ils sont en sociologie, s'ils sont en communication, s'ils sont en psychologie. Tous ces gens-là ont une conception du jeu qui est radicalement différente. Puis c'est sûr que quelqu'un en game design va voir dans le jeu un artefact, un objet, quelque chose qui peut modeler, qui peut matérialiser, alors que quelqu'un en sociologie comme Bourdieu voit dans le jeu plutôt une dynamique, un rapport d'activité entre divers agents qui vont interagir entre eux, puis c'est ça qui fait le jeu. Donc, je suis d'accord qu'effectivement, c'est peut-être là aussi un des innommés dans son article qui aurait pu préciser davantage, c'est le fait de dire, de pointer justement le fait que, bon, le terme est complexe, mais le fait que c'est irréconciliable dans une certaine mesure, ces postures-là. Après, il y a le fait aussi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut se positionner par rapport à ça. Est-ce que puis c'est là que le concept de jeu me semble plus fructueux que celui de game qui referme peut-être un petit peu trop la donne. Le concept de jeu ouvre la voie à considérer ça comme une dynamique en lien avec le processus de ludification, par exemple, qui là s'intéresse à la manière dont les divers agents, les différentes personnes vont
considérer comme un jeu l'activité dans laquelle ils sont, alors qu'elle n'en est peut-être pas une. Donc voilà, c'est sûr, c'est à clarifier encore tout ça, mais je suis tout à fait d'accord effectivement avec votre commentaire sur ce point-là, oui. Merci. Okay, we will now move on. Thank you again so much, William. Very, very great presentation. Our next presenter is Louise.